Mais bonjour, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Calvé, je suis auteure de romans historiques, je suis également recherchiste et historienne amateur. Ça, ce que ça veut dire en gros, ça veut dire que moi, je tripe ma vie à fouiller dans les archives et dans les journaux anciens. En fait, il n'y a pas une journée qui passe sans que je ne sois pas en train de rechercher quelque chose. Et ceux qui ont lu mes romans, ben, savent que dans chacun d'entre eux, je parle d'une cause judiciaire qui est arrivée. Moi, je suis fascinée par les faits divers parce que j'ai comme conscience de quand ça arrive, ce genre de choses-là, surtout plus qu'on recule dans le temps, à quel point ça prenait toute la place, puis à quel point ça teintait l'énergie d'un village ou d'une ville longtemps. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une histoire qui m'a complètement bouleversée quand j'en ai entendu parler la première fois. Ça m'a tellement bouleversée, en fait, que j'étais certaine que c'était pas vrai. C'était une histoire complètement invraisemblable. J'étais certaine que c'était une légende urbaine. Et en faisant des recherches dans les archives et dans les journaux anciens, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une légende urbaine et que c'était quelque chose qui était vraiment arrivé ici, à Salaberry de Valleyfield, au Québec. Pour bien comprendre cette histoire-là, il faut reculer jusqu'en 1982. Époque où une certaine Jocelyne Duprat Deschambault, âgée de 40 ans, se demande quoi faire pour sauver son mariage. En fait, en gros, Jocelyne en est à son deuxième mariage. Son premier mariage était avec un certain Duprat. On ne sait pas s'il était divorcé ou si Duprat était mort. Ce qu'on sait, c'est que ça fait 2 ans environ qu'elle est mariée avec un Deschambault. Deschambault, lui, ça n'a pas été long qu'il s'est rendu compte que sa vie de couple battait de l'aile, que ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc, Deschambault a voulu quitter la maison. En fait, il l'a quitté, puis il est retourné. Et quand il est parti, Jocelyne Duprat Deschambault est devenue complètement désespérée. Et elle s'est dit, comment je peux faire pour ramener mon mari ici, tu sais. Fait que la seule solution qu'elle a trouvée, ben, c'est de dire qu'elle est enceinte. Parce que connaissant son mari, en homme responsable, il n'allait pas la laisser tomber enceinte. C'est effectivement ce qui est arrivé. Deschambault est revenu. Il a mis les efforts nécessaires pour essayer de reconstruire son couple, pour bâtir cette vie de famille-là qui s'annonçait. Quand Jocelyne elle a appris à tout son entourage et à toute sa famille qui était enceinte, tout le monde était super content. Parce que tout le monde savait à quel point Jocelyne avait toujours voulu un enfant, tu sais. Son premier mari, ce qui était dit en cours, c'est qu'il était stérile. Donc, tu sais, pour tout le monde, c'était la nouvelle d'année, là. Tout le monde était content pour elle, tu sais. Mais le problème, c'est que Jocelyne n'était pas enceinte. Et puis, elle s'est mis les 2 pieds dans un énorme mensonge. Mais au lieu d'arrêter ça rapidement, tu sais, de mettre la pendule à l'heure puis d'arrêter tout ça, ben Jocelyne, elle a comme engrangé un mensonge qui faisait juste comme grossir de plus en plus. Jocelyne, elle s'est mis tranquillement à faire semblant d'être enceinte en mettant des accessoires. Jocelyne a demandé à des gens de l'accompagner pour ses examens médicaux de grossesse à Montréal à l'hôpital Juive. Évidemment, les gens ne rentraient pas dans le bureau du médecin. T'sais, les gens attendaient à l'accueil, mais ça, c'était courant en 1980. Là. Ce qui se passait entre une femme enceinte et son médecin, mais souvent, c'était entre ces deux-là. T'sais. Et Jocelyne s'est mise à préparer l'arrivée du bébé en achetant plein d'affaires là, de bébé, des bas, des couvertes, des pyjamas, une bassinette. Et plus que ça allait, et plus qu'évidemment, là, elle était plus capable de reculer. Là. Fait que Jocelyne, elle s'est mise à se rendre à Montréal. Elle s'est rendue au centre Rosalie Jeté. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un centre qui prend en charge des jeunes adolescentes enceintes. Et à chacune de ses visites à Montréal, au centre, Jocelyne, elle a essayé d'aborder des jeunes filles, puis elle leur a proposé d'acheter leur bébé, en leur disant qu'ils étaient jeunes, qu'ils pourraient reprendre, que cet argent-là leur permettrait de reprendre leur vie en main. Et de plus tard, éventuellement, là, quand elles seraient au bon endroit, au bon moment dans leur vie, pour avoir un enfant.
Évidemment, toutes les jeunes filles ont refusé. Aucune n'a accepté l'offre. Et ce que ça l'a fait, c'est que là, on est rendu en mars 1983. Jocelyne, elle n'a plus beaucoup de temps, là. Elle est supposée d'accoucher, là, c'est une question de temps. Et il faut une solution rapide. Fait que là, elle est complètement désespérée. Elle doit acheter un bébé le plus vite possible. Mais là, elle ne sait plus où pantoute, elle ne sait plus vers qui s'adresser, là, dans le fond, là, parce que vers tous ceux à qui elle a demandé, ils ont refusé. Le 11 mars 1983, Jocelyne est dans sa voiture. Elle passe devant le parc Salaberry. Elle croise le chemin de Suzanne Lauzon, 24 ans, qui est enceinte de 8 mois. Jocelyne arrête sa voiture et offre à Madame Suzanne Lauzon de la reconduire. Elle lui dit, il fait froid, tu veux-tu, je vais aller te reconduire chez vous, moi ça me dérange pas, j'ai absolument rien à faire, mon mari est parti travailler, tout ma petite ouvrage est fait, ça va me faire plaisir. Suzanne regarde à l'intérieur de la voiture, elle voit que Jocelyne est enceinte à peu près du même nombre de mois qu'elle. Fait qu'elle, elle voit pas de danger potentiel à l'embarquer dans la voiture d'une femme de 40 ans enceinte. Donc, elle accepte. Et une fois dans l'auto, Jocelyne a dit ça te tente-tu de venir chez nous prendre un café? On va jaser, tu sais. On partit tout le temps le fun de se faire des nouveaux amis, surtout enceinte. T'sais, moi, je connais pas grand monde dans mon entourage qui est enceinte. Fait que, tu sais, on va. Fait que Suzanne, elle accepte. Mais tu sais, il faut comprendre qu'en 1983, la meilleure façon de se faire un réseau social et de se faire des amis, ben c'est d'aller prendre des cafés avec des gens, là. C'est de prendre cette porte-là qu'on nous ouvre parce que, tu sais, il n'y avait pas de réseaux sociaux, absolument rien. Fait que c'est comme ça qu'on tissait des liens, on racontait quelqu'un au hasard, puis on décidait d'aller prendre un café ensemble, puis on échangeait, puis c'était juste normal, tu sais. Donc, ils s'en vont chez Jocelyne. Puis là, ils sont assis tranquilles. Et Jocelyne a l'idée d'offrir à Suzanne d'acheter son bébé. Donc, elle lui dit, j'aimerais ça acheter ton bébé. Suzanne, tout de suite, sent que quelque chose va pas. Parce que, tu sais, pourquoi tu vas acheter mon bébé? T'es enceinte, tu vas en avoir un, là. Tu sais, je comprends pas, là. Donc, elle répond tout de suite, non, je veux pas vendre mon bébé, là. Moi puis mon mari, on est super contents, là. On veut notre bébé, là. On pense pas du tout le vendre. Jocelyne insiste. Ben voyons donc, s'il te plaît, vends-moi ton bébé, j'en ai vraiment besoin, t'es jeune. Toi, tu vas pouvoir en faire un autre. Moi, non, vends-moi ton bébé. Donc, qu'est-ce que ça te change à toi de me vendre ton bébé, tu sais? Fait que là, Suzanne a fait comme, wow, attends un peu, là. C'est pas normal ce qui se passe ici, moi, je veux m'en aller. Jocelyne, prise de panique, s'empare d'un sac de plastique qui traînait sur son comptoir, le met sur la tête de Suzanne et se met à le serrer autour du cou puis vouloir étrangler Suzanne. Suzanne, elle se défend. Tu sais, elle se laisse pas faire, là. Elle se défend, elle est en grosse panique. Elle se lève. Finalement, il y a comme une altercation entre les deux. Et dans la cuisine, il y a la porte qui descend de la descente de cave. En se battant comme ça, les deux femmes déboulent les marches. Et c'est Suzanne, quand elle arrive en bas, la jeune femme de 24 ans, est légèrement assommée, tu sais. Et aussitôt, Jocelyne Duprat-Deschambault s'empare d'un couteau et la poignarde 48 fois. Évidemment, Suzanne Lauzon décède. Et Jocelyne, prise de panique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jocelyne Deschambault-Duprat est connue pour avoir un problème psychiatrique. C'est pas un problème psychiatrique, mais ça va... En fait, elle a un TOC de propreté excessive. Lors du procès, des témoins ont raconté qu'elle pouvait prendre 8 douches par jour. Jocelyne Duprat est obsédée par la propreté. Donc, quand elle voit le bazar que ça a causé, cette dispute-là entre les deux femmes, son premier réflexe est de tout nettoyer. Pendant 2 heures de temps, Jocelyne frotte le sol, frotte toutes les taches de sang, nettoie tout. Ensuite, elle prend des couvertures et enroule le corps de Suzanne dans une couverture, puis dans une autre, puis dans une autre, puis dans une autre. Au procès, elle va dire que elle se souvient elle n'était pas capable d'arrêter de l'enrouler dans le fond, tu sais. Et là, en nettoyant, elle réalise qu'il y a le bébé. Fait que là, elle déroule, puis là,
elle décide de pratiquer une césarienne maison pour retirer le bébé du corps de Suzanne. Malheureusement, 2 heures se sont écoulées. Donc, c'est un bébé mort-né qu'elle retire du ventre de sa mère. Jocelyne, continue de nettoyer, reroule le corps, le met dans la descente d'escalier. Il y avait une petite porte où est-ce qu'on pouvait serrer là, des décorations de Noël, puis tout ce qu'on voulait pas. Et elle cache le corps à cet endroit-là. Et là, ensuite, elle nettoie le bébé, puis elle nettoie. Et elle appelle son mari en lui disant « Dépêche-toi, il y a quelque chose qui est arrivé, ça va pas bien, il y a de quoi qui se passe avec le bébé. » Elle se déshabille et se couche dans la baignoire en étendant le bébé sur son ventre. Quand son mari arrive, lui, il trouve sa femme avec le bébé mort-né sur elle. Donc, aussitôt, lui appelle les services ambulanciers en disant ma femme, elle a perdu le bébé, ma femme, elle a couché le bébé, ça va pas bien, blablabla. Les ambulanciers conduisent Jocelyne au centre hospitalier. Et aussitôt, le premier infirmier qui prend en charge Jocelyne se rend compte que cette femme-là, il y a quelque chose de pas normal. T'sais. Le bébé est trop propre, le bébé est trop froid, le bébé, ça marche pas du tout. Là. Donc là, aussitôt, le médecin prend en charge la situation et il examine Jocelyne et il se rend compte que cette femme-là n'a pas accouché. Donc, aussitôt, les policiers sont avisés. C'est le policier Guy Baudin. Guy Baudin, c'est un policier qui était quand même très actif à Valleyfield. Là. Les campus valenciens, certains le connaissent. Qui prend l'enquête et qui se rend immédiatement au domicile de Jocelyne Duprat. Selon son témoignage, sa première réaction a été de dire « Il n'y a aucune scène de crime qui a pu se passer dans cette maison-là tant elle est propre. » C'était une maison immaculée de propreté. Donc, son premier, là, ça leur a même pris quand même beaucoup de temps avant de trouver le corps de Suzanne en dessous des marches parce qu'il n'y avait aucune trace de sang, il n'y avait aucune trace de bataille, il n'y avait rien qui pouvait indiquer qu'un drame était arrivé là ou que même, sans un drame, là, juste que quelqu'un avait accouché là tellement que c'était propre, tu sais. Imaginez sa stupéfaction ainsi que ses collègues quand ils ont appris qu'une femme avait été tuée de 48 coups de couteau dans cette maison-là. C'était improbable, tu sais, ils n'ont pas compris tellement que c'était propre. Il y a eu un procès, évidemment. Un procès qui a été énormément médiatisé à Valleyfield parce que tout le monde était vraiment choqué, tu sais. Mais il y a une autre partie de la population qui, eux, se disait « Cette femme-là, elle va pas bien, là. Cette femme-là, elle a un problème psychologique, il faut l'aider, pas l'emprisonner. » Au terme d'un procès qui a été quand même assez rapide, Jocelyne, elle a été formellement accusée, comment on dit ça? Elle était coupable de meurtre prémédité et on lui a donné une peine de prison à vie. Au palais de justice, les gens se sont levés et se sont mis à applaudir et à crier tellement qu'ils étaient contents. Puis là, ça l'a vraiment divisé la population de Valleyfield parce que les gens étaient là, aïe, comment que en 1983, tu sais, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Comment qu'en 2019, mais les autres disaient comment qu'en 1983, on peut aussi vite accuser une femme sans évaluer le fait que c'est un problème psychiatrique qui a fait que, tu sais, elle a agi comme ça. 2 ans plus tard, il y a eu un nouveau procès et cette fois-ci, son avocat a plaidé l'aliénation mentale et elle a été acquittée du meurtre pour aliénation mentale. Donc, 2 ans après, elle a dû faire un séjour en institut psychiatrique. Elle a été transférée là pour qu'elle puisse être libérée, l'institut psychiatrique, quand les psychiatres jugeront qu'elle était apte à retourner dans la société. Et ce qui est arrivé, elle est quand même restée un petit moment en institut psychiatrique parce que selon ce qui a été rapporté dans les journaux, puis selon le témoignage de son frère, d'un de ses frères,
Jocelyne, elle n'a jamais été la même femme après ça. Là. Jocelyne, elle a vécu tout le reste de sa vie dans cette culpabilité-là. Elle disait, elle-même, elle disait, tu sais, je suis un monstre, là. Mettez-moi pas en liberté, je suis un monstre, là. Comment j'ai pu faire ça, là? Je comprends pas comment j'ai pu faire ça à une autre femme, là. Fait que c'est comme elle-même, elle n'en revenait pas, là, d'avoir posé ces gestes-là, là. Et puis, elle est capable d'en parler, là, sans s'en vouloir, dans le fond, là. Donc, Jocelyne Duprat-Deschambault, aujourd'hui, doit avoir près de 80 ans, si on fait un calcul très rapide. Elle a passé les dernières années de sa vie en société. On n'a jamais entendu parler. Selon ce que j'ai pu recueillir comme information, mais ça, c'est du oui-dire, donc c'est pas confirmé. Tout ce que je vous ai raconté avant vient de procès et vient de preuves vraiment valables. C'est vrai tout ce que je vous ai raconté, tandis que là, c'est plus la portion de oui-dire populaire, en fait. Elle aurait été vue à plusieurs reprises à Valleyfield, donc elle aurait repris sa vie dans les environs. Moi, j'en doute beaucoup, là, honnêtement, là, mais y a des gens qui disent « Ah oui, on sait où qu'elle est. » Moi, j'ai pas trouvé d'acte de décès, donc je sais pas si elle est décédée ou elle est encore vivante. Ce que je sais, c'est que c'est vraiment une histoire très, très triste, là. Tu sais, il y a une mère de 24 ans qui est morte. Je trouve ça vraiment triste. Il y a une femme de 24 ans qui est morte parce qu'une autre femme voulait son bébé. Mais finalement, le bébé aussi est mort parce que la femme, elle avait un problème psychiatrique qui a fait qu'elle a oublié à quel point qu'elle voulait tellement un bébé qu'elle était prête à tuer quelqu'un parce que là, tout ce qu'elle pensait à faire, c'est de nettoyer sa maison. Puis peut-être que si elle aurait réagi avant, parce que ça lui a pris 2 heures avant de décider d'enlever le bébé du corps de sa victime, en fait, ça se serait décidé avant, peut-être qu'elle aurait pu sauver le bébé, tu sais. Donc, ça, c'est une histoire qui s'est déroulée ici, chez nous, à Salaberry de Valleyfield. Et des histoires comme ça, il y en a partout, dans toutes les villes, dans tous les villages. Alors, une fois de temps en temps, je vais en ressortir de mes coffres, puis je vais vous les raconter. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Parce que la maladie mentale, elle existe depuis que le monde est monde. La détresse humaine aussi. Et dans tout ça, ben, il y a l'histoire d'une femme de 24 ans qui a été inachevée. Parce qu'une autre femme a décidé que la conclusion s'écrivait ce jour-là. Donc, c'est ça.